Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Mais j'ai besoin de vous pour que les choses évoluent. Alors si vous appréciez ces interviews, je compte sur vous pour les partager. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Mon invité d'aujourd'hui est Alan Nguyem. Alan vit au Québec, il est éducateur Montessori dans une classe 6-9 et est en train de faire sa formation pour être formateur Montessori. Donc vous allez découvrir notre échange dans cet épisode qui est encore plus long que d'habitude, mais voilà, rien ne vous empêche de commencer maintenant et de terminer ensuite. Vous allez voir, Alan prend le temps de répondre, d'apporter des réponses très détaillées. Donc voilà, on a abordé plusieurs sujets et je vous laisse savourer cet épisode. Je laisse place à ma conversation avec Alan. Bonjour Alan. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Moi, je suis très contente d'être là. Je t'ai découvert en écoutant un épisode de ton podcast L'enfant Montessori et nous. Un épisode dont c'est le seul d'ailleurs. Oui, mais il valait la peine. Merci. Et ça m'a permis aussi de découvrir Léonard Van Oetzel, avec qui j'ai aussi fait un épisode. Et donc voilà, nous avons un petit peu échangé avant de commencer l'épisode. Alors moi, voilà, j'ai la chance de savoir ce que tu fais, mais est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs te connaissent un peu plus? Bien sûr. Donc là, je suis guide Montessori au primaire. Donc j'ai la formation 6-12 ans. J'ai commencé, je suis en classe depuis maintenant un peu plus de 13 ans. J'ai travaillé principalement ici à Québec, à la ville de Québec, l'école Montessori de Québec. Et puis depuis quelques années, j'essaie de donner un peu de mon temps à faire rayonner Montessori, plutôt de faire rayonner l'idée d'une éducation durable et humaniste à plus de personnes. Et puis, depuis 1 an, j'ai commencé la formation de formateur pour être formateur d'adultes, pour les futurs guides d'ici 12 ans à l'association Montessori internationale. Donc, du coup, je travaille aussi au centre de formation à Archamps, qui est tenu par Benoît Duluc. Donc, je travaille avec lui. C'est mon mentor dans la formation de formateur. C'est lui qui m'accompagne dans cette aventure avec 2 de mes collègues. Marie-Thérèse Paitine et Vanessa Gaillard, qui sont à nous 3, on est les 3 en formation de formateur. Donc, c'est un beau voyage qu'on est en train de faire. D'accord. Et j'ai toujours ma classe aussi, en même temps, 6-9 ans à Québec. D'accord. Et à temps plein? Tu as ta classe à temps plein? Oui. C'est sûr que cette année, comme je vais être absent à quelques reprises pour suivre la formation, je travaille en binôme avec un autre enseignant qui est formé lui aussi. Et puis, comme ça me permet, quand je quitte, ça permet aux enfants d'avoir la permanence d'une personne formée tout au long de l'année. D'accord. Et la première question que j'aimerais te poser est un petit peu spéciale, mais voilà, je pense qu'elle te plaira. Si jamais tu croises quelqu'un dans la rue, l'ami d'un ami, quelqu'un que tu ne connais pas, et cette personne apprend que tu es éducateur Montessori, mais n'en a jamais entendu parler. Elle n'a aucune idée de qui était Maria Montessori et de ce métier, et que tu sais qu'elle va être attentive 1 minute, guère plus. Comment tu décrirais ton travail? Comment je décrirais mon travail? Ok, ça c'est pas la même chose. Je pensais que la question serait comment je décrirais la pédagogie Montessori. Oui, c'est peut-être mieux. C'est pas la même chose, tu as raison. Comment tu décrirais la pédagogie Montessori?
Mais en fait, j'aime ça que tu aies posé l'autre question, donc je vais commencer par répondre à l'autre d'abord. D'accord, si tu veux. C'est un petit peu plus facile dans le sens où de parler de mon travail, ça permet après à ouvrir l'intérêt et de parler de la pédagogie. Mais, OK. Qu'est-ce que je dirais en premier? Probablement, je dirais que c'est un métier qui me plaît énormément parce que j'aime être avec les gens, j'aime travailler avec les gens, et puis les enfants, c'est parmi les gens que je trouve les plus intéressants. Et surtout, c'est quelque chose qui me permet de vivre toutes les passions que je veux, parce que un peu comme les enfants dans une communauté Montessori, on peut explorer dans toutes les directions en fonction de nos intérêts. Et puis les enfants ont tellement d'intérêts aussi qu'ils nous éveillent à d'autres intérêts aussi. Donc c'est ça, être guide Montessori au primaire, c'est passer du temps avec les enfants à leur présenter des clés qui leur permettent de comprendre le monde et de faire leurs propres explorations. Donc c'est comme une petite communauté d'apprenants dont je fais partie aussi, dans lequel j'ai un rôle plus particulier de guide, et dans lequel on va travailler ensemble à explorer le monde. C'est aussi un travail qui est très important, personnel, où je vais avoir à faire face à tous les mécanismes de défense que j'ai développés au fil des années, parce que pour être un bon guide, il faut savoir accompagner avec bienveillance, et surtout il faut savoir comment gérer ça. Il faut être authentique. C'est très difficile d'être authentique. C'est un travail fondamental sur notre personne, où il faut réussir à retrouver ce qu'on est en dessous de toutes nos couches, en dessous de toutes nos blessures, en dessous de tout ce qu'on a pris comme détour dans la vie. Et donc, c'est ça. Donc, finalement, mon métier, c'est pas un métier, c'est un chemin en soi. Je pense que j'apprends probablement autant, si ce n'est plus, que les enfants dans la classe. Donc, l'humilité, j'ai l'impression que c'est la deuxième qualité dont tu fais preuve, non? C'est pas ma qualité à l'origine, non. Mais c'est une qualité qu'on est obligé de développer pour devenir un bon guide. Ah oui. Je travaille là-dessus, puis je pense que ça s'entend dans mes propos. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ma qualité principale. D'accord. Et donc, imaginons que cette personne était vraiment intéressée par ton travail et te demande mais c'était qui Maria Montessori? C'était quoi son... Voilà, qui était-ce? Du coup, qu'est-ce que tu répondrais? Maria Montessori, c'était une anthropologue et qui est devenue médecin. Et qui a par... pas aller dans les détails, mais par diverses circonstances, s'est retrouvée à travailler avec des enfants et qui a, contrairement à, je pense, la majorité, si ce n'est tous les pédagogues, qui a abordé la question de l'éducation de par sa formation, de par l'origine de sa formation, par une démarche scientifique d'observation et elle a tenté de voir qui était l'enfant. Elle a essayé des choses, elle a fait beaucoup d'étalonnage du matériel, des façons de faire, etc. Et puis, elle a donc essayé de découvrir ce qu'est l'enfant. Et par la suite, elle a fait des découvertes très importantes. Et c'est suite à ces découvertes-là qu'elle a entamé un travail gigantesque de théorisation de sa découverte. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que contrairement à ce qu'un pédagogue pourrait faire à concevoir dans sa tête d'adulte une idée de ce qu'est l'éducation, une idée de ce qu'est l'enseignement, une idée de ce qu'est l'enfant, et puis de créer quelque chose, et puis après de l'appliquer
à l'éducation. Marie Montessori a fait le chemin inverse, et c'est quelque chose que je trouve très fort, c'est qu'elle est partie de l'enfant à l'observer, puis à essayer de trouver des clés qui lui permettaient d'observer la vraie nature de l'enfant. C'est pour ça qu'on parle souvent de liberté en éducation à Montessori. C'est parce que pour elle et pour tout scientifique, en fait, quand on veut observer la vraie nature de quelque chose, il faut lui offrir un environnement dans lequel il peut se développer de façon normale, de façon naturelle. Et c'est dans ces conditions-là que le sujet d'observation va pouvoir nous montrer ses caractéristiques, nous montrer sa nature. Si on prend l'exemple d'une plante, si on veut que la plante, si on veut observer le développement, la vie d'une plante, mais il faut lui offrir ce qu'elle a besoin, de l'eau, de la lumière, etc. Mais il faut la laisser pousser. Il faut lui offrir la liberté de se développer. Et donc, c'est un peu la démarche de Marie Montessori de dire, bon, ben, alors on va voir tout ce qu'on peut faire pour permettre le développement normal de cet enfant-là. Et en faisant ça, elle a créé des environnements où les enfants ont pu exprimer leur potentiel humain, c'est-à-dire leur potentiel génétiquement humain, ce qui fait de nous fondamentalement des humains. Et ça, c'est très, très fort, dans le sens qu'en partant de là, elle a construit une théorie humaniste assez fantastique, puis ça a pris du temps, hein, ses premiers livres, on voit vraiment le développement de sa pensée au fur et à mesure de ses livres. Mais c'est ça, je trouve, qui est formidable, c'est que si les neurosciences aujourd'hui ont tendance à montrer des choses qui vont dans le même sens que Marie Montessori, pour moi, c'est pas parce qu'il y avait un message divin qui lui est arrivé du ciel, c'est tout simplement parce qu'elle a observé ce qu'est l'humain. Elle a réellement observé ce qu'est l'enfant. Et donc, c'est logique que de cette façon-là, elle ait découvert des choses qui soient de l'ordre de la nature de ce qu'il est, la nature de ce qu'est l'enfant, la nature de ce qu'est l'humain. Donc, pour moi, c'est logique que les recherches aujourd'hui redécouvrent en quelque sorte certaines découvertes de Marie Montessori. D'accord. Et quand tu parles de plantes, j'aime beaucoup cette métaphore parce que dans les écoles traditionnelles publiques en France, on va avoir tendance, je trouve, à vouloir tirer sur les feuilles de la plante. Exactement. Alors que ça va être voilà, tout ce qu'on va offrir à la plante, comme tu disais, quoi, la terre, l'eau, la lumière, c'est toutes ces conditions qui vont permettre à la plante ou à l'enfant de se développer. Et, à la différence peut-être qu'une plante, on va pouvoir aider à se développer, comment je dirais, au niveau purement biologique, oui. au niveau purement de son développement physique, tandis que l'enfant, on va aussi avoir à l'accompagner dans son développement intellectuel, spirituel au sens plus large, là. Et donc, qu'on ne peut pas juste le nourrir et lui offrir des conditions physiques. Il y a aussi un environnement de l'ordre de l'esprit, de l'ordre de l'intelligence qu'il faut lui offrir. C'est pas juste... c'est juste pour faire attention à ne pas penser qu'à Montessori, il faut juste donner ce qu'il faut pour que l'enfant existe, puis il va faire tout seul le reste. Ça marche pas comme ça. Est-ce qu'on pourrait nuancer en disant il ne suffit pas d'avoir tout le matériel en ordre, à la perfection, rangé sur les étagères. Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on pourrait faire cette comparaison entre la plante et l'enfant, tu vois? Il n'y a pas que le matériel, par exemple. Ça va être la posture de l'adulte et tout ce que l'enfant va vivre aussi en dehors de l'école. Moi, je le dirais même dans l'autre sens. Dans le sens où ce qui se voit dans une classe Montessori, c'est que le sommet de l'iceberg. Ouais. C'est juste la toute petite partie qui se voit. Ouais. Mais la puissance de cette comment je dirais, de cette vision du développement de l'enfant, c'est tout ce qui est en arrière. On peut s'imaginer, là, mettons, on a un gros budget, on prend un bâtiment merveilleux, on met tout le matériel qu'il faut, on met
on met des enfants euh, choisis, etc. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut bien les nourrir, tout ça. Mais si on met là des adultes qui n'ont pas qui n'ont pas vécu leur transformation, qui n'ont pas eu de préparation, alors ça ne donnera rien. Ça ne résultera pas du tout dans ce qu'on recherche dans l'éducation des enfants. C'est comme tu l'as dit, il y a la posture de l'adulte, mais il y a aussi ça peut rentrer dans la posture de l'adulte, mais il y a aussi toute la question de comment est-ce que l'adulte voit son rôle dans le développement de l'enfant. Et si on dit juste posture d'adulte, on pourrait penser que c'est juste une question d'être bienveillant et de la façon dont on parle aux enfants. Bien sûr que ça, c'est une grande partie, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, on va parler d'observation, puis dans cette observation, on va parler de pourquoi on fait cette observation, de comment on fait cette observation, et surtout c'est quoi les fondements de faire de l'observation. Pour quelles raisons on observe? Justement parce que on veut avoir la même démarche idéologique, je pourrais dire, ou scientifique de Maria Montessori, de dire ces enfants-là, pour savoir comment aider à leur développement, il faut que j'observe qui ils sont, il faut que je sois capable de reconnaître leur potentiel humain, il faut que je sois capable de reconnaître leurs caractéristiques humaines et leur façon à eux de l'exprimer pour pouvoir y répondre adéquatement. Donc, donc pour en revenir à ce que tu disais, c'est vraiment beaucoup plus que ce qui se voit, beaucoup plus que le matériel, beaucoup plus que les locaux, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une démarche humaniste dans l'éducation. Oui, j'ai souvent tendance à dire que le matériel, c'est juste une toute petite part, et vaut mieux une classe sans matériel, avec un adulte qui a réfléchi sur lui-même, qui est en transformation, que l'inverse, tu vois, une classe remplie de matériel avec un adulte qui serait là, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, en même temps, moi, je pense que si tu me mets dans une classe sans matériel, je vais avoir la difficulté à mettre en place quelque chose de cet ordre-là, parce que le matériel et l'environnement, ils jouent un rôle très important. Oui. Dans le sens où il y a beaucoup de clés dans le matériel qui permettent à l'enfant de se rendre, par exemple, au primaire, de se rendre autonome au niveau intellectuel, pour lui permettre justement d'être en exploration intellectuelle. Et si je passe ce matériel-là, il va nécessairement être très dépendant de moi, l'adulte. Donc on vient jouer de nouveau sur un facteur de la posture de l'adulte et de l'environnement non matériel. Alors oui, effectivement, c'est non matériel, mais le matériel, il joue un rôle là-dedans. Ouais. Mais tu vois, j'ai ce challenge-là depuis début septembre, parce que je suis retournée dans une classe de l'éducation nationale après 4 ans de pause, et je suis une journée par semaine avec des enfants de grande section. Et donc, il n'y avait pas de budget possible. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai fabriqué ce que j'ai pu, mais voilà, je pouvais pas, je suis vraiment loin d'avoir du matériel. J'ai juste fabriqué un petit peu et fait avec ce qui était présent. Mais c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Mais ça me permet quand même de démarrer et d'installer des choses, tu vois. Donc, je me dis, voilà. Mais par contre, je me rends compte que je ne suis plus du tout la même enseignante, enfin, même si j'aime pas ce mot-là, le même guide, on pourrait dire, que mes années précédentes, tu vois. Ben, c'est un dilemme ou un débat ou un dilemme, je sais pas, qui m'habite souvent, à savoir, évidemment que je suis convaincu, de par mon expérience, de l'énorme valeur de la démarche Montessori, de la démarche complète Montessori.
on ne parlera pas de perfection, elle n'existe pas. Une démarche complète où il y a à la fois un effort, un investissement important qui est mis sur l'environnement physique, l'aspect physique de l'environnement, que sur tout le reste, que ce soit l'aspect de la posture de l'adulte, que ce soit l'aspect de l'environnement dynamique, émotionnel, temporel d'une classe, etc. Ça, je parle des 5 aspects de l'environnement qui ont été développés plus précisément par Donna Brand-Gertz et puis Joseph Haken. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je disais que oui, je me suis souvent demandé où est-ce que j'aimerais le plus investir, c'est-à-dire à savoir est-ce que je veux le plus investir dans cette démarche complète et intégrale, ou est-ce que je voulais aussi investir du temps à essayer de partager des éléments importants de cette vision de l'éducation avec d'autres milieux d'éducation qui n'ont pas, soit ils n'ont pas l'ouverture ou pas les moyens d'aller vers une démarche complète de la pédagogie, de la vision éducative Montessori. Parce que je l'ai bien vu dans ma pratique que quand on enlève, quand on oublie ou quand on néglige un élément, il y a beaucoup d'autres éléments qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, c'est pas parce que c'est une recette magique, parce que c'est ce qu'on apprend en formation nous aide à mettre en place un environnement qui répond à des besoins, à des caractéristiques très précises, très évidentes des enfants de chaque plan. Dans mon cas, du deuxième plan de développement à 6-12 ans. Et que donc, c'est toujours un petit peu délicat de dire, bon, ben, j'aimerais ça parler de Montessori au grand public et puis partager ce qu'on a, en espérant que ça puisse inspirer les professeurs à prendre des petits bouts à droite à gauche. Je pense qu'il faut faire ça, c'est important. Puis en même temps, j'ai une autre partie de moi qui dit, ben, il va toujours leur manquer quelque chose. Si je prends l'exemple au primaire, il y a cette idée d'éducation cosmique. Alors, le mot cosmique, des fois, il fait peur un peu. Les gens pensent que c'est ésotérique, ça n'a rien d'ésotérique à la base. Cette idée au primaire d'une éducation qui va à la fois donner une vision globale et contextualisée de l'univers qu'il va explorer, qu'il veut découvrir, puis à la fois une vision empreinte de gratitude, empreinte d'enthousiasme, de révérence, j'ai envie de dire, envers la beauté de l'univers, la beauté de ce qui existe. Et puis, dans cette éducation cosmique, un des éléments, et c'est loin d'être le seul, c'est des histoires qu'on va raconter. Les grandes histoires, mais c'est pas les seules, il y a beaucoup d'histoires dans l'éducation cosmique. Et ça, c'est très puissant avec les enfants de 6 à 12 ans. Quand on leur raconte des histoires pour introduire un thème, ou quand on raconte une histoire pour leur faire, peut-être pour leur faire voir des valeurs indirectement, sans en parler comme ça. C'est quelque chose qui est très puissant. C'est pas pour rien, c'est génétique. L'humain, il a transmis sa culture et ses valeurs pendant des millénaires par la culture verbale, orale. Donc, c'est quelque chose de très fort et qui fonctionne très bien. Et puis, je me suis souvent dit, ben, si moi j'étais dans une classe qui n'avait pas un Montessori, ben, je pense que c'est une des premières choses que je ferais. Je raconterais des histoires. J'enthousiasmerais les enfants avec l'extraordinaireté, je ne sais pas si ça existe, de l'univers, de la vie, du corps humain, de l'histoire des humains. Ça ferait partie des premières choses que je fais. Maintenant, je sais aussi que dans ma classe, je fais ça
mes élèves sont embarqués, mais après, il se passe quelque chose, et ce quelque chose-là, il est porté par le reste. Il est porté par l'attitude, de la posture de l'adulte, il est porté par le matériel. Est-ce que je peux te partager une anecdote? Oui, bien sûr. C'est de cette année-là. Au début de l'année, on raconte plusieurs grandes histoires, puis une des histoires, c'est l'histoire de la vie, où on raconte l'apparition de la vie sur Terre, l'évolution de la vie. Et on a une grande ligne de temps où on voit à partir à partir des trilobites, à peu près à l'époque des trilobites, ça commence là à peu près. Parce qu'avant, la ligne serait vraiment très longue, mais elle aurait presque juste des unicellulaires. C'est pas très top. Donc la ligne, elle commence là. Et puis là, on raconte comment la vie s'est adaptée. Les efforts d'adaptation de la vie en fonction de l'évolution des autres formes de vie, en fonction des périodes froides, etc., des périodes glaciaires. Et puis, sur cette ligne de temps, il y a, à un moment donné, dans l'âge des invertébrés, il y a le dessin d'un céphalopode. Puis cet enfant-là, il a accroché là-dessus. Puis après la présentation, il est venu plus près, il a regardé, il est allé dans l'étagère, il est allé chercher des livres, il est allé prendre un des livres, entre autres, qu'on a, qui montre c'est comme une genre de classification phylogénétique du vivant, des animaux, mais avec une espèce de ligne de temps qui montre comment est-ce que les différentes espèces ont évolué génétiquement. C'est hyper intéressant. En tout cas, il a cherché tout ça, puis il est tombé sur des informations sur le céphalopode géant, puis tout ça, puis il a vu ça, 20 mètres. Waouh, céphalopode géant, ça peut faire 20 mètres. Mais c'est grand comment 20 mètres? Puis là, parce que cet enfant-là, ça fait sa 3e année dans la classe, il sait qu'il y a de la place, il y a l'ouverture à des projets, à des choses qui sont de l'ordre de quelque chose qui l'intéresse, puis il veut aller au bout. Alors, il cherchait une idée, comment est-ce qu'il pourrait voir qu'est-ce que c'est 20 mètres. Et l'année précédente, il y a 2 ans, il avait appris à mesurer des choses. Alors, une des présentations, c'est qu'on prend un mètre en bois, puis on le répète. Alors, au niveau mathématiques, géométrie, c'est le train qui passe, toujours. Au niveau de mathématiques, géométrie, c'est vraiment la répétition. Donc, c'est l'idée de la mesure. Puis, il avait fait ça, d'ailleurs, il était sorti de l'école avec un adulte, puis il avait mesuré le périmètre de l'école en répétant son morceau de bois, je ne sais plus combien de fois. Et du coup, ça lui est venu, puis il dit, je pourrais aller voir c'est quoi 20 mètres dans le stationnement de l'école. Puis moi, je lui ai suggéré, je dis, mais tu pourrais même le dessiner. Alors, il est parti là-dessus, il a fait ses démarches, il s'est mis avec 2 amis, parce qu'au primaire, c'est le travail d'équipe, c'est très important. Puis là, il avait des grosses craies, il est sorti avec l'adulte, ça a duré à peu près 1h30 dehors, parce que l'adulte était là, mais comme chaperon. Un chaperon, c'est au primaire, ce qu'on appelle chaperon, c'est un adulte qui est là essentiellement pour la sécurité et qui essaye de ne pas se mêler de pas ses affaires. Donc, il y avait un adulte qui était là pour la sécurité. Évidemment, ils ont mis des cônes pour pas que les voitures s'approchent. Et puis, ils ont débattu, puis construit et dessiné progressivement un céphalopode de plus de 20 mètres. Puis, tout ça, en retournant dans la classe parce qu'il manquait une information sur la longueur, mais c'est quoi, etc. Puis après, ils ont voulu partager ça avec les autres de la classe. Puis ça, alors après un temps dehors, on est allé toute la classe ensemble. Puis là, ils ont fait leur petite présentation. Alors c'est comme ça qu'on a fait. Puis là, regardez là-bas, on a dessiné l'œil. Puis là, ils sont battus, puis ils sautent sur l'œil comme ça. Ils disent, ouais, ça c'est un œil. Et puis on l'a mesuré, il fait exactement 75 cm, comme les vrais. Wow, tout le monde était impressionné. Puis après, il a proposé aux enfants de se coucher dessus pour voir ça fait combien d'enfants de long un céphalopode géant. Donc, tu vois que, oui, il y a l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu derrière la posture de l'adulte, donc l'ouverture au projet d'enfant, à la recherche, la possibilité qu'il passe du temps là-dessus, c'est significatif quand même. Parce qu'il n'y a pas juste 1h30 dehors, il y a toutes les recherches qu'il a fait avant, il y a tous les débats avec ses amis. Non, mais on ne le met pas dans ce sens-là parce qu'on n'aura pas assez de place. Oui, mais si on le met dans l'autre sens, on le verra mieux depuis la fenêtre de la classe en haut.
Et toutes ces débats-là sont faits entre les enfants. C'est des apprentissages sociaux hyper importants. Mais il y a aussi le matériel. Dans la classe, il y a le matériel qui a pu soutenir ces démarches-là. Le maître en bois, évidemment, mais aussi le livre de phylogénétique, les autres livres de recherche, la ligne de temps, la ligne de la vie sur laquelle il a vu les céphalopodes. Donc, c'est un tout. Ouais. Et c'est pour ça que c'est toujours quelque chose que je me suis demandé. Je dis, ouais. Et c'est pour ça que finalement, je suis rentré dans la formation de formateur, parce que je me suis dit, je pense que c'est le tout. C'est là où je veux mettre le plus de mon énergie. Parce que je trouve que c'est là où il y a la plus grande valeur de ce qu'on fait. Ouais. C'est quand on le fait vraiment avec passion et au total le plus qu'on peut. Là. Quand on va vraiment avec toutes les valeurs et toutes les stratégies qu'on a à Montessori. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire et cet exemple était vraiment chouette. Merci de l'avoir partagé. Et ce que j'entends en fait, c'est que on ne peut pas faire les choses à moitié. Parce que si tu leur avais lu l'histoire, mais qu'après ils n'avaient pas eu la possibilité d'aller dehors pendant 1h30 avec un adulte, ça aurait coupé l'élan. Et du coup, donc je comprends bien. Et la question que je me pose depuis déjà un petit moment, c'est comment, dans une école traditionnelle, où les enseignants ne sont pas du tout formés à la pédagogie Montessori, dans le meilleur des cas, ils ont quelques petites connaissances, mais voilà, ils ne sont pas formés. Comment accompagner des enseignants qui ont la volonté, des fois ils ne l'ont pas forcément, mais imaginons qu'ils aient la volonté de travailler autrement et d'être en réflexion, mais comment les accompagner pour justement ne pas juste faire les choses à moitié. Tu vois, c'est ça la question qui me préoccupe beaucoup depuis quelques années. Ok. Juste avant de rentrer là-dedans, j'ai oublié quelque chose de très important. Vas-y. Je veux remercier Hugo, Arthur et Léonard, qui sont les enfants qui ont fait le céphalopode géant. Parce que c'est quand même grâce à eux que je peux vous raconter cette histoire. D'accord. C'est une très bonne question. Avant de te répondre, je vais te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la transformation de l'adulte. Marie Montessori, elle en parle à quelques occasions dans ses livres. Elle n'a pas nécessairement beaucoup développé là-dessus, mais ça reste que dans ses textes, elle lui donne une grande importance, où elle explique que, je vais vous donner mon interprétation. Pour être un adulte adéquat dans le développement de l'enfant, pour avoir la bonne posture, pour être capable de les guider sans prendre leur place, pour être capable de ne pas remplacer leur potentiel humain par des éléments de notre propre chemin. Et j'ai bien dit remplacer, parce que c'est très important, on enrichit la vie des enfants en partageant ce qu'on est. C'est pas la question de ne pas remplacer ce bagage humain qui est en chacun de nous, ce potentiel qu'ils ont au départ. Il y a une transformation qui doit se faire. Il y a un travail intérieur très important. Quand j'ai fait ma formation il y a 13 ans, j'ai cru que cette transformation-là se faisait lors de la formation. Je peux dire aujourd'hui que la formation n'est que le déclencheur. C'est un petit peu comme nous, avec les enfants, on donne des clés pour qu'ils puissent explorer le monde. La formation nous donne les clés pour qu'on puisse se transformer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui arrivent à se transformer durant la formation. Peut-être que mon cas était bien trop désespéré pour que ça soit possible. Ça se peut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu parles de faire Montessori au complet, il y a une part de chemin là-dedans, personnel, et qui commence à la formation. Et cet été, à la formation à Archamps, elle a commencé en octobre dernier. On a eu 2 semaines en octobre, 2 semaines en février.
Et puis on a eu 7 semaines cet été. Et cet été, j'ai vu des choses extraordinaires du point de vue de la transformation de l'adulte chez les étudiants. Et chez nous aussi d'ailleurs, chez moi en tout cas, je peux le dire pour moi. Il y a des choses qui se passent quand on est confronté à une vision aussi humaniste et authentique que celle de Montessori. Je pense aussi que ça prend des accompagnateurs qui ont la volonté d'avoir cette démarche-là. Ça, c'est pas évident, je peux vous le dire, c'est un travail. Mais quand ça se passe, ça, il y a quelque chose de fondamental qui commence en nous. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit passer par, en tout cas pour le moment, je pense que ça doit passer par la formation. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe là. Par contre, ce que je vois, c'est que les gens qui arrivent en formation, il y en a certains qui ont déjà fait un bout de chemin, justement grâce à des ateliers, grâce à des conférences qu'ils ont suivies, ou certaines formations partielles, ou justement comme du support aux personnes qui n'ont pas les moyens de suivre la formation. Et ça, pour moi, c'est précieux parce qu'ils arrivent là, puis ils ont déjà un bout de chemin fait, ils ont déjà quelque chose de cette transformation qui a commencé. Mais on dirait que la formation provoque, c'est comme un électrochoc. C'est blanc. Tout est là, puis là, il fallait quelque chose d'intense pour se faire. Alors, quand tu me poses cette question-là, nécessairement, puis là, tu me diras peut-être que je vais défendre mon clocher parce que je veux le formateur un jour. Peut-être qu'il y a un peu de ça dans ma démarche inconsciemment. Mais je pense que ces accompagnements-là peuvent être très bénéfiques s'ils permettent aux adultes de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose de fondamental et qui nous dérange. Ouais, et puis il y a des choses qui me dérangent encore aujourd'hui. Je suis très loin d'avoir fini ma transformation. Je pense que c'est l'histoire d'une vie. Et il y a des choses comme ça qui dérangent. Et puis quand ça nous dérange, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas s'installer dans notre confort parce que c'est là qu'on prend les mauvais chemins. Si on peut faire ça avec ces gens-là, et oui, leur donner quelques clés parce que c'est des choses qui pourront leur permettre d'offrir des belles choses aux enfants. Mais moi, je pense que ça va les mener à vouloir aller plus loin, à vouloir aller vers la formation, idéalement, ça c'est mon opinion évidemment, mais qui vont vouloir aller jusqu'au bout de la démarche. Et je pense que une personne qui a entamé ce chemin-là et qui voit le potentiel qu'il y a là, il n'y aura plus aucune barrière, que ce soit financière ou temporelle, qui les empêcheront de trouver une façon de faire la formation. Après, je dis ça, hein, mais je sais très bien que de notre côté, c'est important qu'on fasse un travail pour rendre cette formation plus accessible. Mais l'accessibilité à la formation, elle ne peut pas se faire au prix de la qualité humaine de ce qui se donne. Ça veut dire, ça peut pas être une formation plus courte, on peut pas la donner plus courte, on peut pas réduire la formation. On peut pas la donner à distance. On l'a essayé avec la COVID, on a été obligé d'en faire un bout à distance. Mon Dieu, qu'on a perdu quelque chose. Une chance qu'on a pu faire nos 7 semaines cet été. Alors, il manquait quelque chose. Hein. Il y a vraiment, c'est tellement humain ce qui doit se passer là. Ça peut pas se passer à travers un écran. Enfin. Pour revenir à ce que tu disais, je pense que s'il y a quelque chose à faire là, c'est de cet ordre-là. C'est d'inspirer et de donner des clés qui vont leur permettre peut-être de toucher à quelque chose qu'ils voudront atteindre. Ils vont juste avoir l'aperçu qui leur donnera envie d'aller au bout. Mais si on suit ta démarche, les enseignants d'éducation nationale qui auront envie d'aller plus loin parce qu'ils ne peuvent pas mettre tout ça en place dans leur classe, mais ils vont tous partir dans les écoles Montessori hors contrat. Alors vous avez une difficulté supplémentaire en France, effectivement. Et c'est pas le seul endroit dans le monde. Dans le sens où il y a une difficulté, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein.
Je n'y suis pas, puis je n'ai pas pu constater ça par moi-même, mais il semblerait qu'il y ait une difficulté à mettre en place une démarche Montessori relativement complète au sein de l'éducation nationale. Je ne peux pas le confirmer parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas vécu puis je ne l'ai pas constaté par moi-même, mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Au Québec, c'est un peu différent et on a quelques programmes Montessori au sein de l'école publique au Québec. Mais sinon, au Québec, il y a aussi ces écoles privées, mais subventionnées. Donc, il y a la moitié du prix de l'école qui est payé par le gouvernement. Et ça, c'est d'une énorme richesse parce que ça permet au mouvement d'éducation au Québec d'avoir une diversité qui est très difficile au sein du service public. Ça, j'espère que les gouvernements vont continuer de voir la valeur de ça, parce que des fois, ils parlent de supprimer ces subventions, ou en tout cas d'arrêter d'en donner des nouvelles. Ça serait dommage, parce que c'est vraiment une énorme richesse. Mais bon, si c'est vrai, je mets du conditionnel ici, encore une fois, si c'est vrai que dans le système public, c'est pas possible de faire ça pour le moment, je pense qu'il y a un travail de lobbying, il y a un travail politique à faire. Parce que Montessori n'a pas créé, n'a pas fait ce travail-là pour qu'il y ait des écoles Montessori. Elle a fait ce travail-là parce qu'elle voulait changer l'éducation. Elle voulait provoquer elle voulait, en fait, je ne suis même pas sûr qu'au départ, elle avait une volonté de cet ordre-là. C'est vraiment une démarche scientifique qu'elle faisait. Elle est arrivée avec une découverte qu'elle voulait partager pour que l'éducation en général change, pour qu'on aille vers une éducation au service du potentiel humain. Donc, la réponse que j'ai à te donner est embêtante parce que je n'ai pas envie de te dire, oui, il faut qu'ils aillent dans d'autres écoles. Parce que j'ai envie de dire, il faut que ça se passe dans le public. Puis pas seulement. Comme je t'ai dit, moi je le vois au Québec-ci, c'est important qu'il y ait ces écoles privées aussi. Et c'est encore mieux quand c'est subventionné parce que du coup, c'est pas juste l'élite financière qui peut s'offrir ça. Mais les deux sont importants. Il y a une certaine liberté en dehors du public qui permet plus d'innovation, qui permet plus de liberté d'innovation. Mais le système public d'école est tout aussi important parce qu'il va toucher plus d'enfants en nombre, mais en diversité aussi. Ça, c'est important. Moi, j'ai la chance, depuis cette année, cette première année, j'ai une grande diversité culturelle dans ma classe. Je suis content. Pendant longtemps, j'en ai pas eu. Puis là, il y a une communauté hispanophone de plus en plus au Québec. Puis j'en ai plusieurs dans la classe. Et ça, c'est très enrichissant. Mais imaginez une école publique Montessori, comme il y en a plusieurs d'ailleurs dans d'autres pays, les États-Unis, etc. Comme c'est riche. On n'est pas du tout en train de travailler avec un type d'enfant. L'enfant de personne qui a un certain confort financier, l'enfant d'une personne qui a un travail stable. Là, on parle de tous les enfants. Et ça, c'est très important. Alors, je ne veux pas te répondre il faut qu'ils aillent dans les écoles privées, mais je ne veux pas te répondre qu'ils n'y aillent pas non plus parce qu'ils sont importants aussi. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait des changements importants qui se fassent au niveau de certains gouvernements pour que leur vision soit ouverte à l'innovation de façon générale. Évidemment que moi, je vais prêcher pour mon clocher, à la possibilité de créer des environnements Montessori, sous-titrés, des environnements qui vont vraiment aller à la recherche de ce qui est la vraie nature humaine de l'enfant. Oui, merci pour ta réponse. On a déjà un petit peu parlé des qualités de l'éducateur. On a cité tu as cité l'authenticité et on a parlé d'humilité. Est-ce qu'il y aurait d'autres adjectifs comme cela pour toi, l'éducateur, quelle qualité, le guide, quelle qualité doit-il développer au fur et à mesure? Ma fiancée vous dira toutes les qualités.
Elle est éducatrice 3-6 ans, puis elle donne la formation aussi. Non, je plaisante. Dans le sens où il y a un texte de Marie Montessori à un moment donné qui dit que la maîtresse, comme elle l'appelait, doit être une sainte et une scientifique. Dans le sens que faudrait qu'elle soit parfaite là. Maintenant, c'est comme tout, il y a la théorie puis il y a la pratique, on s'entend. Euh, Mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Et puis, je pense aussi que les qualités sont... Il y a des nuances aussi en fonction de l'âge avec lequel on travaille. Et les enfants sont très différents d'un plan de développement à l'autre. Donc, par exemple, en 3-6 ans, je sais que l'économie des mots, c'est une grande qualité. C'est vraiment pas le cas au primaire. Au primaire, on parle, on raconte, on parle beaucoup. Donc, oui, il y a quand même des nuances entre les différents âges. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des formations complètement différentes. L'authenticité et la discrétion, ça fait déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Je pense qu'il y a une démarche, d'avoir généralement une démarche consciente, scientifique, tout en ayant de très grandes qualités humaines. On s'entend. On peut pas être un guide Montessori sans cœur. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'humain de très, très important. Il y a une démarche scientifique aussi dans le sens où lorsqu'on est face à un défi, que ce soit le comportement d'un enfant ou un apprentissage qui semble plus difficile, quand on n'a pas une démarche professionnelle, scientifique, je pourrais dire, on a tendance à rentrer dans nos propres émotions. Quand on fait ça, on fait beaucoup d'erreurs. Je vous le dis, moi, pendant un moment, une des grandes difficultés que j'avais dans mon travail, c'était lorsqu'il y avait une grande difficulté académique pour un enfant. C'était tellement important pour moi, puis j'avais une partie de moi sur laquelle je travaille énormément parce que c'est un problème. Je voulais être le sauveur. Je voulais sauver cet enfant-là. Je voulais grâce à moi, qu'il puisse comprendre enfin, etc. Et du coup, je rentrais dans une dynamique intérieure émotive et qui ne servait absolument pas le développement de l'enfant. Le contraire. Par exemple, comme je m'impliquais de façon bien trop au niveau émotif là-dedans, eh ben, je vivais moi-même l'échec comme quelque chose de difficile. C'était terrible, c'était très difficile et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu vraiment travailler là-dessus. Mais c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de... Même si c'est important d'avoir un lien très fort, d'avoir un lien avec les enfants, de développer un lien, parce que c'est quelque chose d'humain, l'éducation. Mais il faut aussi avoir cette capacité à aborder la chose d'une façon professionnelle et scientifique. OK, j'observe telle difficulté. Quel lien je peux faire avec la théorie que je connais? Qu'est-ce qui, dans l'environnement physique, favorise ou pose problème dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je peux faire indirectement pour accompagner ça? Et puis, qu'est-ce qui, dans mon attitude, ou dans ma posture, ou dans mes interventions, a une influence sur cette situation? Là, pour faire ça, ça prend un certain sang-froid, un certain professionnalisme, une capacité de distinction. Distinction, c'est un mot qui est très important pour moi parce qu'à un moment, j'ai réalisé que c'était une des difficultés que j'avais, c'est que j'avais de la difficulté à faire la distinction entre l'émotion de l'autre et la mienne. Donc, l'empathie, c'est bien jusqu'à ce que tu saches pas faire la différence entre tes émotions et celles de l'autre. Alors ça, c'est une compétence hyper importante, d'après moi, de mon expérience. Être capable de faire ça, d'abord la question de la distinction, mais d'être capable d'avoir une démarche sereine, intellectuelle, de réflexion pour résoudre des problèmes ou pour aider des enfants qui en ont besoin. Ça, c'est une grande qualité qui
qui est quelque chose qui est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ça va bien, mais je sais que moi, et je connais plusieurs personnes pour qui c'est un défi. D'être capable à la fois d'avoir un lien avec l'enfant, mais aussi de pouvoir prendre le recul et de regarder la situation avec sérénité pour être capable de trouver des pistes et d'essayer des choses pour accompagner. Ça, c'est, je pense, une autre qualité importante aussi. D'accord. Et est-ce que tu auras envie de partager une expérience difficile que tu as vécue avec les enfants de ta classe et voilà, une situation qui t'a mise en difficulté? Là, tu viens d'en décrire une, mais autre chose qui n'a rien à voir. Est-ce que tu penses à quelque chose où là, tu t'es dit alors là, comment je vais faire? Et finalement, tu as fini par trouver, ou en tout cas, une ébauche de solution. Donc, quelque chose qui a été difficile du fait par rapport avec ma transformation? Oui. Du fait des choix, donc quelque chose d'intérieur qui a été difficile pour moi intérieurement. Okay. Il y en a plusieurs, mais j'ai eu un élève qui, les spécialistes appelleront ça un trouble de l'opposition. J'ai un élève qui avait une relation à l'adulte qui était conflictuelle. Sa conception de l'adulte, c'était quelque chose qui était sur son chemin. C'est une bonne façon de voir les choses dans le sens où le développement normal, si on le voit comme un chemin, normal pas dans le sens où tous les enfants font pareil, hein. Sa propre normalité à soi, là, que son développement normal a été entravé par des adultes, probablement. Et donc, pour lui, il avait identifié l'adulte comme un obstacle dans son développement. Et ça, c'est quelque chose qui était très difficile, qu'il est encore pour aujourd'hui, mais de façon différente. J'ai travaillé là-dessus, mais qui était très, très difficile parce que j'ai eu une éducation dans laquelle je n'avais pas le droit de remettre en question l'autorité. J'avais aucun droit. Et ça ne me venait même pas à l'esprit. Je pense que je ne suis pas le seul. Et donc, ma conception de la relation adulte-enfant était challengée, était mise au défi par cette situation. Alors, il y avait évidemment la théorie de Montessori, puis ma formation en arrière, mais quand j'étais dans une situation précise où, par exemple, il fallait qu'on se prépare à aller dehors parce qu'on devait sortir tous ensemble parce qu'on est un groupe, puis on allait faire quelque chose dehors, et puis des questions légales aussi, je ne pouvais pas laisser les enfants aller où ils voulaient. Donc, c'est normal. Il y a des règles, des choses qu'il faut respecter. Je ne voulais pas. Elle s'obstinait, puis vraiment l'opposition avec moi. Moi, dans des situations comme ça, ça venait me chercher. Ça venait chercher cette espèce de... C'est comme s'il y avait un câblage dans mon cerveau qui avait été fait quelque part de... Il y a une règle qui vient de l'autorité, tu le fais. Puis, je vais rester poli là, mais ferme ta boîte. Et du coup, il y avait ce chemin-là qui était en dissonance avec ce qui se passait là. Et ça, c'était super dur. C'était super dur pour moi. Donc facilement, je devenais inadéquat dans mes interventions à ce moment-là, dans ces moments-là extrêmes. Tout simplement parce que il venait chercher quelque chose, justement, quand je te disais nous, on vient avec un bagage de blessures, de conceptions, etc., qui se sont mis par-dessus notre humanité. Ben, ça, c'en était un. Puis il était dur à défaire. Ce qui m'a aidé, c'est une conférence que j'ai suivie je pense que c'était à Houston. C'était la NAMTA qui organisait cette conférence-là. J'ai malheureusement pas le nom, mais je pourrais le retrouver pour toi après. Et cette conférencière avait parlé d'une fois où elle avait repris une classe en 3-6 ans. Et puis, quand elle avait commencé sa classe, l'éducatrice qui était là avant avait très bonne réputation.
on parlait souvent de sa classe comme étant merveilleuse, etc. Donc elle se disait, waouh, c'est gros défi, hein? Je pars avec déjà la barre est haute. Et puis elle a commencé, et puis elle a vraiment été impressionnée, les enfants étaient très disciplinés, etc. Et c'est tout complètement. Et puis après 1 ou 2 semaines, pendant un repas, elle s'est dit, ah, je vais mettre un petit peu de musique, ça va être mignon. Alors elle a mis un peu de musique, aucun bruit dans la pièce. Les enfants mangeaient dans le silence total. 3-6 ans, là. C'est bizarre. C'est pas naturel. Et là, ok, c'est bon, mais ils sont vraiment respectueux de la musique. Je sais pas. Là, il y a une enfant qui est venue vers elle en pleurant. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler? Et pourquoi? Quand la musique est allumée, on ne peut pas parler. Fait que là, elle a dit cet exemple-là pour illustrer quelque chose. Elle dit, la discipline, l'obéissance d'un enfant, la vraie obéissance, c'est pas celle qui est obtenue par la force ou la soumission. C'est celle qui est obtenue par la confiance, par l'amour, mais aussi par le développement de capacités de l'enfant de l'ordre de la volonté. Parce que pour être capable d'obéir à quelqu'un d'autre, il faut d'abord être capable d'obéir à soi-même. Et il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils arrivent dans nos classes, n'ont pas encore ça. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. On ne peut pas leur demander d'être maîtres de nous, de nous être leurs maîtres s'ils ne sont même pas capables d'être maîtres d'eux-mêmes. Il faut d'abord les aider à développer la volonté. Et la volonté, c'est pas il y a de la volonté à cet enfant-là, et il a tapé dans la porte jusqu'à ce qu'elle sauve. Non, c'est pas ça de la volonté, ça c'est l'obstination. La volonté, c'est être capable de poser des gestes à partir d'un raisonnement. Donc, d'être capable que nos actes, nos gestes soient au service de notre esprit, de notre intelligence. Ça, c'est la volonté. Mais ça se développe, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Cet enfant-là, c'est ça que je me suis dit à la conférence, je me dis, mais je lui demande un truc impossible. Je le vois bien, lui-même, il y a des jours où il a envie de faire un projet, puis il n'arrive même pas à le faire, parce qu'il fait, il se laisse prendre par tout ce qui se passe autour, il se laisse embarquer. La concentration, c'est aussi une forme une expression de la volonté. Je dis, mais il faut d'abord que je l'aide à développer ça. Alors, ça a été long. Une chance à Montessori, on les a 3 ans minimum. Moi, j'ai vécu 6 ans, 6-12 au primaire, parce que c'était fameux. On va en parler une autre fois. Mais on les a 3 ans, donc j'ai eu le temps de travailler ça avec lui, et puis ça a pris du temps. Ça a pris d'abord le temps que l'enfant y apprenne à se recentrer, à se retrouver lui-même. Donc, ça passe par toutes sortes d'activités qui vont lui permettre d'atteindre, aujourd'hui, le terme à la mode, c'est pleine conscience, là, mais d'atteindre la concentration, et d'être là, maintenant, ici. Et après, une fois qu'il avait trouvé, que j'ai réussi à le guider, et qu'il a trouvé par lui-même aussi toutes sortes de façons de se retrouver lui-même, mais il a pu commencer à réaliser des choses de sa propre volonté. Non plus par la force des choses, mais par la force de sa volonté. Et là, après, du fait que j'ai été là et que je l'ai accompagné là-dedans, il y a aussi un lien qui s'est créé entre nous deux. Et, à un moment donné, il a été possible pour lui d'obéir pour de vrai. Ça ne veut pas dire qu'entre deux, il a fait ce qu'il voulait, on s'entend. La seule chose, c'est que mon attitude à moi a changé parce que il n'y avait plus un enjeu émotif pour moi qu'il l'obéisse. C'était un travail d'accompagnement que je faisais. Donc, nécessairement, mes interventions avaient un ton différent. Il y avait toujours de la fermeté,
parce qu'il y a des règles, puis il y a des règles. Mais il y avait quelque chose de différent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Eh bien, écoute, merci. J'avais une dernière question à te poser. Alors, elle est peut-être pas... faut que je la formule correctement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Donc, je rebondis sur autre chose. Tu sais, en France, on demande aux enfants, dans les écoles traditionnelles, de mémoriser les tables de multiplication. Et j'ai cru que, en permettant à mes filles de manipuler plusieurs matériels Montessori, qu'elles allaient finir avec la répétition par les mémoriser. Et en fait, finalement, non. Elles ont 8 ans et demi et 10 ans et demi. Et voilà, il y en a certaines, voilà, 3 fois 4, hop, c'est bon, ça, elle va le savoir, mais en tout cas, pas toutes les tables. Et j'ai découvert la méthode Memento de Leonard Van Otzel. J'ai suivi la formation en ligne. Et donc, j'ai testé cette méthode avec mes filles. Alors, c'est tout récent, hein, voilà, ça date d'il y a 15 jours à peine. Mais j'ai l'impression que d'avoir trouvé une piste pour les aider. Donc, si tu veux, dans cette méthode, en fait, on va écrire, par exemple, la table du 3. Donc, l'enfant choisit. S'il veut apprendre la table du 3, on va avoir 3 feuilles devant nous. Et on va écrire de 3 fois 1 à 3 fois 10. Et en fait, on va beaucoup permettre à l'enfant de répéter, un peu comme pour créer un chemin, tu sais, dans la jungle, si on veut couper toutes les branches pour que le chemin se crée. Et donc, on va, des fois, l'enfant va le dire en l'ayant sous les yeux, le dire en fermant les yeux, l'écrire. Mes filles ont même rajouté l'écrire les yeux fermés. Et je crois qu'il utilise le terme vicariance dans cette situation-là, parce que, si j'ai bien compris, en fait, c'est le fait d'emprunter des chemins cognitifs ou sensoriels variés pour atteindre un objectif. Donc, du coup, là, tu vois, des fois, ça va être avec la vue, la parole, l'écrit. Et je crois que la vicariance, Maria Montessori en parlait déjà. Est-ce que tu confirmes ou pas? Ah oui, il y a plein de questions dans cette question. Bon, il n'a pas utilisé le terme vicariance, je pense qu'il dit que ce n'était pas dans son temps. Par quoi je vais commencer? D'abord, les enfants sont au deuxième plan de développement. Au deuxième plan de développement, le fonctionnement est un peu différent. Dans le sens où de 0 à 6 ans, Maria Montessori, elle parle de l'esprit absorbant. L'esprit absorbant, c'est une espèce de mécanique extraordinaire, fantastique, qui est, on pourrait dire, je crois que neurologiquement, on parle d'une plus grande plasticité cérébrale avant cet âge-là. On a la plasticité cérébrale toute notre vie, mais apparemment, elle est particulièrement intense avant, qui permet que les expériences qui passent à travers leur sens puissent beaucoup plus facilement imprimer des chemins neuronaux. Tu parlais des chemins. Donc, effectivement, avant l'âge de 6 ans, en 3-6 ans, on parle de manipuler. Et puis, beaucoup d'enfants qui auront eu la chance d'avoir un environnement Montessori de 3-6 ans et puis d'avoir les bonnes conditions dans cet environnement-là, vont effectivement apprendre une bonne partie des tables par cœur avant. Et parce que le par cœur, c'est justement quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de l'absorption. Alors qu'à partir de l'âge de 5-6 ans, on parle du deuxième plan de développement où l'enfant, il va passer de l'esprit absorbant à l'esprit raisonnant. Là, son mode de fonctionnement est différent. On entend à des enfants avant l'âge de 6 ans dire « mais pourquoi ?» Le raisonnement existe déjà. Sauf que souvent, si vous observez bien, souvent, ces pourquoi-là et les réponses que les enfants attendent ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, j'en connais des petits enfants qui disent beaucoup pourquoi. Et puis, si on regarde comment ils écoutent la réponse et les questions qui viennent après, on se rend compte que ce qu'ils cherchent, c'est surtout d'avoir plus de choses de l'adulte. Ils veulent que l'adulte parle. Puis, ils ont compris que quand les questions, c'est autre chose que pourquoi, la réponse est oui, non, 12. Alors que pourquoi? Ah, l'autre, il parle plus. C'est ça la question que je veux. Ah, ça, c'était avant. À partir de 5-6 ans, c'est différent.
pourquoi, quand ils le posent, c'est parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. Il y a vraiment quelque chose dans du raisonnement. Donc, tout ce qui est de l'apprentissage par cœur à partir du deuxième plan, on ne peut pas aborder les choses de la même façon. Bien sûr, le matériel est encore là. Et bien sûr, la manipulation du matériel, elle est importante. Parce que, effectivement, la vicariance, c'est le fait d'emprunter différents chemins pour arriver au même résultat, ce qui permet au cerveau de j'ai bien compris la formation de Bernard, qui permet donc au cerveau d'emprunter un chemin plus efficace, que le chemin soit plus solide et puis qui pousse dessus. Et donc, le matériel donc, est toujours important au primaire. Il permet toujours cette répétition. Mais là où il y a une différence, c'est que la motivation et le mode de fonctionnement d'apprentissage de l'enfant est différent. Il veut que ça fasse du sens. Et en plus de ça, il y a l'esprit grégaire, il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en place qui sont beaucoup plus forts au deuxième plan. Donc, quand on veut travailler l'apprentissage par cœur au primaire, parce qu'évidemment, c'est bien évident que pas la majorité des enfants qui montent du 3-6 qui connaissent leur table par cœur, pour être réaliste, mais il faut aborder ça avec les caractéristiques du deuxième plan. Si on prend juste le matériel 3-6, puis on dit, bon, ben, on va lui donner des perles de couleurs, puis on va les répéter plusieurs fois, puis il va apprendre les tables comme ça suffit pas. Il faut donner du défi, il faut donner du défi intellectuel à l'enfant, il faut lui donner quelque chose de social aussi, il faut quelque chose qui se passe à plusieurs. Donc, au printemps, en février, justement, à la formation, on a travaillé là-dessus, puis on a donné ce qu'on appelle la partie transition. C'est toutes des présentations qui se donnent aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir tous les acquis qu'on espère en enfant au primaire. Et il y a là-dedans, justement, toute la partie mémorisation au niveau des tables de mathématiques. Quand on regarde le programme qui a été fait, alors là-dessus, il faut quand même que je note le travail très important de ma collègue Marie-Thérèse Faltine, qui a travaillé fort là-dessus avec mon aide et avec la supervision et l'aide de Benoît Dubuc aussi. On a travaillé à prendre ce matériel de 3-6 ans et le considérer du point de vue du deuxième plan de développement. Qu'est-ce qui motive l'enfant du deuxième plan? Comment il apprend? Qu'est-ce qui l'intéresse? Alors, ça veut dire qu'on prend ce matériel-là, qui est un matériel de mémorisation destiné normalement aux 3-6 ans, mais qu'on va l'aborder avec un enfant qui raisonne. Donc, l'étape de mémorisation, on va évidemment lui montrer comment s'utilise le matériel, mais on va lui dire pourquoi on le fait. Puis là-dessus, j'ai mon collègue Nicolas, qui travaille avec moi dans la classe, qui m'a parlé de ça, parce que je lui parlais de ça. On voulait introduire ça au tout début de l'année avec plusieurs élèves. Et puis lui, dans sa formation, il y a une histoire qu'il raconte. Justement, c'est une histoire où on parle d'une école, et puis là, il y a un terrain vague. De l'autre côté du terrain vague, il y a un magasin de fournitures scolaires. Et le professeur est dans la lune. Il n'y avait pas toutes ces choses au début de l'année, puis qui demande souvent aux enfants d'aller chercher quelque chose au magasin. Et les enfants, ils ont compris que c'était plus facile de couper à travers le terrain vague. Là, ils passent, puis ils repassent, puis finalement, il y a un chemin qui se fait de plus en plus facile. Puis là, après, on fait le parallèle avec le fonctionnement de la mémorisation et du cerveau. Tu vois que là, on parle des enfants qui raisonnent. On est au deuxième plan de développement. On répond à des caractéristiques de cet enfant-là. Parce qu'il veut comprendre pourquoi est-ce que je répète plein de fois le même truc. Parce que, contrairement à l'enfant du 3-6, d'ailleurs, elle le dit dans un de ses livres où elle parle de cet enfant-là qui fait pendant je ne sais plus combien de minutes, d'heures, il fait la même activité, mais silence, puis il refait. Moi, au primaire, on ne voit pas souvent ça. En fait, on va le voir avec une expression complètement différente. On va le voir quand il y a du social qui est impliqué. On va le voir quand il y a une exploration, quand il y a quelque chose de l'ordre du raisonnement. Mais la mémoire, ça fonctionne comme ça. Donc, comment on fait avec eux? Il faut leur expliquer pourquoi on va répéter. Puis, on va leur donner des stratégies. Hey, ça, c'est une stratégie. Tiens, on va le faire aussi. Une stratégie, là, remplis toute la feuille au complet, et après, tu la caches.
Là, tu vas de l'autre côté de la pièce, puis tu refais ta feuille, mais tu vas chercher la réponse de l'autre que quand tu n'es pas sûr. Comme ça, il faut que tu marches. Là, tu vas faire travailler ta mémoire juste pendant le temps que tu marches. Puis on lui explique tout ça. Et les méthodes de Léonard sont certainement des méthodes qu'on va pouvoir présenter aux enfants pour la mémorisation dans ce contexte-là. Parce que l'enfant du primaire, c'est un enfant qui raisonne. Donc, il faut lui apporter ce genre de choses-là en lui apportant le sens qui vient avec. Pourquoi aussi? Pourquoi on mémorise les tables? Pourquoi c'est important de mémoriser les tables? Pas parce que M. Allan a dit que c'est important. Pas parce que le ministère l'a écrit dans le programme. Parce que quand tu fais des grandes opérations, c'est vraiment long quand il faut tout calculer. Quand il faut tout compter les tables, c'est long, c'est long, c'est long. Et c'est pour ça qu'on les fait. Donc on a une posture différente. Alors, on a ce matériel, comme tu dis, mais il faut qu'on lui présente et il faut qu'on ait une posture avec lui qui correspond à son âge. Ouais, j'ai bien compris. C'est très clair. Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que, avant que je te pose les 3 questions habituelles pour conclure, tu as envie d'ajouter quelque chose, un sujet sur lequel je ne t'aurais pas amené pendant l'épisode? Et là là. Oui, il y a, je ne sais pas combien tu as d'auditeurs, mais de ce que je comprends, tu as des auditeurs qui ne sont pas uniquement de la communauté Montessori. Alors, j'aimerais partager avec eux quelque chose qui m'est très cher. J'aimerais que j'ai l'espoir que progressivement le public, les non-initiés, saisissent comment je dirais, l'entièreté de la vision éducative Montessori. Parce que je vois trop de personnes désillusionnées de Montessori parce qu'ils y ont été introduits par un aspect unique. Par exemple, ce qui est beaucoup fait, c'est « Ah, Montessori, c'est extraordinaire pour apprendre la lecture. Les enfants, ils savent lire avant 6 ans. » Ouf! Si c'est la seule raison pourquoi tu t'intéresses à Montessori, tu vas te planter. Ou encore, « Ah, Montessori, c'est merveilleux. Les enfants sont libres. » Ouf! Si tu t'intéresses juste à ça, tu vas te planter. Ou encore, « Ah, le matériel didactique Montessori est fantastique. Les enfants y apprennent plein de choses. » Ouf! Toutes ces choses sont vraies. Mais si on veut considérer avec honnêteté ce qu'est Montessori, il faut considérer l'ensemble de la vision éducative Montessori. L'ensemble ne peut pas être qu'avec le matériel, qu'avec la posture de l'adulte, qu'avec l'environnement préparé. C'est quelque chose c'est un tout. Et ce tout-là, encore une fois, n'a pas la prétention d'être quelque chose qui est tombé du ciel, qui est une révélation divine, quoi. C'est la nature de l'humain. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que on se trompe, je pense, quand on considère Montessori pour un seul aspect. Parce que nécessairement, ça peut pas fonctionner. Il faut concevoir Montessori comme quelque chose de très étendu et qui nécessite le temps de s'investir pour le comprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai remarqué ces temps-ci que certains enseignants allaient allaient se focaliser sur un seul point, comme par exemple le mouvement. Et en plus, ne même pas, peut-être même sans avoir confiance que ça vient de l'héritage de Maria Montessori, et utiliser un nouveau mot, tu vas me donner ton avis, comme sur les classes flexibles.
Voilà, depuis quelques années, en France, on entend parler de classe flexible, liberté de mouvement, différentes assises. Et en fait, on voit beaucoup de groupes Facebook, tu vois, sur les classes flexibles ou sur l'autonomie, avec les ateliers autonomes. Tu vois, en fait, comme s'ils prenaient juste un petit aspect et ils se focalisaient que sur ce petit aspect, sans voir le tout dont tu parles. Non, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à communiquer. Et je te parlais plutôt d'un effort qu'on a essayé de mettre en place à la Fondation Montessori de Québec de communication pour promouvoir les idées pédagogiques Montessori. C'est extrêmement difficile parce que, justement, et puis je pense que le style des médias d'information d'aujourd'hui favorise beaucoup ça. Il y a une tendance à vouloir prendre la ligne, là, prendre le petit bout là, puis juste ça. Ça veut rien dire. D'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quel livre de Maria Montessori, puis tourner les pages. Je suis sûr que vous allez trouver une ligne qui va vous choquer. Mais oui, ça a été écrit au début. Ouais, ça a été écrit en 1900, peu importe, dépendamment c'est quel livre qu'elle a écrit. Ben c'est sûr, il y a des trucs qu'on ne dirait pas comme ça aujourd'hui. Si tu t'arrêtes là, tu passes à côté de quelque chose de grandiose. Quand elle parle d'alimentation, quand elle parle des ados et qu'elle parle d'alimentation, on peut presque en rire aujourd'hui parce que ça marche plus ce qu'elle a écrit d'un point de vue purement diététique. Mais le fond de ce qui est là est hyper intéressant, hyper fort. Et c'est toujours aussi valable aujourd'hui. Et comme tu dis, effectivement, si on prend juste des bouts puis qu'on le met en avant, ben moi, je trouve ça bien dans la mesure où ça puisse, comme je te disais, inspirer des gens puis les inviter à changer leur pratique. La seule chose que je trouve dommage, c'est lorsque c'est affiché Montessori. Parce que là, les gens ils pensent « Ah, Montessori, c'est ça. » Il existe, par exemple, beaucoup, comme tu dis, des groupes Facebook, etc., et dans lesquels, tout un temps, j'y étais. Puis, il y a certains de ces groupes que j'ai quittés, et j'ai réalisé que ça devenait, OK, un matériel qui est en bois, puis qui a des couleurs, c'est Montessori. C'est clair. Mais, non. Puis, encore une fois, je ne fais pas l'autre extrême, c'est pas non plus parce que ça a été fait par Maria Montessori que c'est Montessori. Rien à voir. C'est toute la démarche en arrière. D'abord, l'étalonnage, parce que le matériel Montessori, entre guillemets, officiel, là, il a été étalonné, il a été essayé. On a essayé plus grand, plus petit, d'autres couleurs, etc., jusqu'à ce qu'on trouve ce qui générait le plus d'activité chez les enfants. Mais aussi, il est réfléchi. Quand on voit, moi, dans ma formation de formateur, c'est une des plus grandes découvertes. La profondeur de réflexion qu'il y a en arrière chaque matériel, sa forme, sa grandeur, le choix de ce qui est mis dessus, comme une ligne de temps, là. Il y a un texte intéressant qui a été écrit par une chercheuse universitaire australienne sur les choses à considérer pour mettre à jour les lignes de temps. Parce qu'évidemment, les lignes de temps au primaire, il faudrait les mettre à jour sur certains points pour que ça soit correct par rapport aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Et tu regardes, il y a des considérations qui sont là-dedans, c'est extraordinaire. On parle d'une ligne de temps qui parle de l'évolution de la vie, et les considérations sont d'un ordre philosophique. C'est extraordinaire ce qu'il y a là. Le matériel est pensé, tout comme l'environnement. L'environnement est pensé. C'est pas la tour rose est comme ça parce que rose c'est cute. Non. Il y a plein de choses en arrière. Pourquoi le petit cube, il fait cette dimension-là, puis le gros, il fait cette dimension-là? Tout ça, ça a du sens. C'est un peu ça qu'on perd lorsque le tampon Montessori est utilisé trop. Surtout là, il y a beaucoup de choses qui se vendent, hein, Montessori, parce que ça vend bien. Il y a des choses de là-dedans que c'est... Comme là, par le nom, là, il n'y a pas grand-chose de Montessori. On voit, je ne vais pas citer l'enseigne, mais j'en ai une en tête en France, là, qui se fait plaisir. Est-ce que tu veux bien, Alan, qu'on termine par un livre que tu aimerais conseiller aux auditeurs? Oui, je viens de te le montrer d'ailleurs. Je t'ai montré le mien en retour. Écoute,
Euh, Comme j'ai dit un peu plus tôt, Marie Montessori, dans son travail, au fil du temps, elle a continué de faire évoluer sa vision d'éducation. Et puis, on peut voir plusieurs étapes. On a les premiers livres il y en a qui sont très techniques, c'est quasiment didactique, hein. Comment est-ce que le matériel est fait, etc. Il y en a d'autres qui sont très inspirés, comme l'esprit absorbant, tout ça. Et là, on lit ça, puis on est porté, hein. Puis quand on avance, à un moment donné, il y a eu une période où je pense que c'est l'influence de la psychanalyse qui a joué ici, où elle a commencé à éditer des livres didactiques, mais qui liaient au développement de l'esprit, comme donc psychogéométrie, psychoarithmétique, psychogrammatica, etc. Donc là, il y a déjà une évolution un peu plus vers la didactique au service de l'humain. Okay? Et puis, sur la fin de sa carrière, ces livres ces livres ont atteint un niveau d'aboutissement que je trouve hyper intéressant. On sent qu'il y a toujours autant de passion, qu'il y a toujours autant d'engagement, qu'il y a toujours autant d'engagement dans le sens, elle était en lutte pour l'humain, pour l'humanisme dans l'éducation. Il y a toujours autant de ça, mais il y a une maturité dans la théorisation qui est forte. Et c'est pour ça que, bien avant qu'il soit traduit en français, c'était déjà mon livre Montessori préféré. En anglais, c'est The London Lectures, 1946. En français, il a été traduit justement par Benoît Dubuc dernièrement, et c'est L'enfant et l'avenir de l'homme, formation de Londres de 1946. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que 1946, hein, on est vraiment plus tard dans ces démarches. Et dans ce livre-là, il y a plusieurs indices déjà de la maturité de la chose. Première chose, il y a du matériel là-dedans. Et vous regarderez comment elle le présente. Elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus sur le fond. Elle est moins sur la forme. Donc on voit déjà que là, elle apporte beaucoup plus d'importance sur la vision que sur les détails. Et il y a certains sujets où elle va revenir parce qu'elle s'est probablement rendu compte que l'application de ces a été un peu tirée dans tous les sens et pas toujours de la bonne façon. Par exemple, il y a un chapitre fantastique là-dedans sur la nouvelle maîtresse, je pense que ça a été traduit, où elle parle de la posture de l'adulte, justement. Et là-dedans, on comprend justement, c'est dans ce genre de livre-là qu'on comprend mieux ce qu'elle entend par la liberté. La liberté, non pas comme une absence de barrière, mais la liberté comme une capacité, une possibilité qui est offerte par un environnement adapté et par un cadre adapté aussi. Parce que si on n'avait aucune structure, on ne pourrait pas construire, on ne pourrait pas grandir. Ça prend quelque chose. Et cette fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de maturité. Puis s'il y a un livre que je recommande de lire, c'est bien celui-là, de Marie Montessori. Il y en a plein d'autres auteurs, mais si c'était pour Marie Montessori, c'était parfait. D'accord. Et une citation que tu aimerais partager? Oui, attends. Je l'ai préparé. Alors ça vient d'un autre livre que j'aime beaucoup, Éduquer le potentiel humain, de Marie Montessori, où elle dit « Le secret pour réussir dans l'enseignement réside dans le fait de considérer l'intelligence de l'enfant comme un champ fertile où jeter des graines pour qu'elles germent sous le soleil de l'imagination. » J'aime beaucoup. C'est merveilleux. Oui. Joseph Haken, d'ailleurs, dans sa classe, a le semeur de Van Gogh, la peinture Le Semeur de Van Gogh, où justement c'est un paysan qui sème des graines. Puis il explique que c'est une des seules décorations que lui a choisies, pas les enfants, parce qu'il veut se rappeler son rôle en tant que guide, en tant qu'adulte.
Et Joseph Haken et Donna Bryan-Gert, j'ai eu la chance de les rencontrer à Archamps là, Ouais. il y a 1 an et demi, peut-être 1 an et demi. Ça, faut le savoir, hein. Joseph Haken et Donna, ils font un travail extraordinaire. J'ai pu visiter leur école. Donna, je l'ai rencontré ici à Québec quand elle est venue faire des conférences. C'est vraiment des gens extraordinaires. Ils ont eu relativement peu de visibilité dans la communauté Montessori, mais, mais en France, beaucoup plus. Et ça, c'est le travail de Benoît. Benoît, il a cette qualité d'aller chercher les compétences là où elles sont les meilleures, chercher les gens. Et après, il les met, puis il les met là, puis il les met sur le piédestal. Il dit ça, c'est quelque chose que vous devriez considérer. Si Joseph et Donna ont autant de place en France, c'est parce que Benoît, il les a trouvés. Benoît est allé les chercher. Super. Et on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule. Oh. Les coups de gueule sont trop lourds. Mes coups de gueule en ce moment sont tous en rapport avec le manque de considération pour les enfants pour ce qui est des mesures sanitaires en rapport avec la COVID. Mais mon coup de cœur, c'est mes élèves. Cette année, ça fait quelques années qu'on a une tradition un peu bateau, je trouve, pour les anniversaires où les enfants apportaient une collation, on partage, on chantait une chanson, puis c'était tout. Je trouvais que c'était un peu vide de sens. J'avais essayé plusieurs choses. Montessori, on voit souvent, on tourne autour du soleil avec la terre, des choses comme ça. Jamais rien qu'à... Cette année, je me suis dit, mais en fait, c'est à eux qu'il faudrait que je demande. Fait que j'ai ouvert la discussion avec mon collègue Nicolas, on a ouvert la discussion. On avait quelques idées qu'on a essayé d'introduire dans la discussion, mais au final, la majorité de ce qui a été décidé vient des enfants. Et je trouve ça tellement génial. La dernière qui est arrivée, c'est Jeanne, dans ma classe, qui est revenue fin de semaine. Puis au rassemblement, quand on était toute la classe, elle avait la main prendre la parole. Bon, elle m'avait averti pendant la fin de semaine, là, mais j'ai dit, ben, tu en parleras aux autres. J'ai dit, ben moi, j'ai une proposition à faire. Plutôt que de s'offrir des cadeaux ou des trucs comme ça, on pourrait, au début de l'année, planter des chênes dans des pots. Puis, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, on pourrait offrir un chêne à celui qui est le fêté. Wow! Moi, ça, c'est mes coups de cœur. Ouais, c'est un beau coup de cœur. Ça, puis la même élève d'ailleurs, sur ce projet-là, cette élève-là a travaillé très fort. Là. Elle a cousu un apron chez elle pour le fêter. Donc, elle aime beaucoup la couture, puis elle a fait des décorations dessus pour le fêter. Donc, le jour de la fête, on mange ensemble, puis le fêter, il y a son apron. Cette élève-là, pendant le confinement, elle s'ennuyait, fait qu'elle s'est cousue un damier pour la multiplication chez elle. Elle s'ennuyait du matériel, ça me donne une idée. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alan, pour ce partage, voilà, tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Et merci à toi. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'il y en aura d'autres occasions. Merci à Alan d'avoir pris le temps de partager ses expériences et ses connaissances avec autant de justesse et de passion. J'ai beaucoup aimé l'histoire du céphalopode. Et voilà, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, mais on peut toujours quand même avancer, même si voilà, on atteindra peut-être dans les écoles de l'éducation nationale, peut-être on n'atteindra jamais... on ne pourra jamais tout mettre en place comme dans une école Montessori. Voilà, je continue de croire qu'on peut quand même faire des petits pas, c'est mieux que de rester sur place. Allez, je vous dis à vendredi prochain.